Bonsoir, donc, Joseph Boussion, tête de liste pour vous, pour l'Eurorégion Sud-Ouest. Comme tu l'as dit, j'ai 29 ans, nouvelle donne, nouvelle personne, nouvelle donne démocratique. On aura le temps d'en reparler par la suite. Et je vais laisser le soin à Cécile de prendre la suite. Bonjour, Cécile Monnier, j'ai 40 ans. Je viens des Pyrénées-Orientales, d'un petit village à côté de Perpignan. Et nouvelle donne aussi, nouvelle donne pour vous, pour nous. Je pense qu'on va après peut-être parler de nos engagements personnels, mais pour l'instant, Dominique Saïta, donc moi j'ai 63 ans, c'est la première fois que je fais de la politique. J'ai découvert Nouvelle Donne au moment où c'est sorti, au mois de novembre, et j'ai signé des demain dans les 2 jours qu'on suivit. Je crois déjà que la présence de vous tous ici déjà le montre. Je crois qu'on se trouve dans une situation qui est pénible, mortifère, difficile, grave, très grave. Face à cette situation, on a l'impression que les gens qui nous gouvernent, du moins ceux qui ont été au pouvoir depuis les 30 dernières années, répètent les mêmes erreurs. Alors en partant de ce constat, et pour répondre à une attente qui est évidente, plus personne ne reconnaît ce qui est d'un côté ou d'un autre, on a l'impression qu'il faut effectivement de nouvelles solutions, mais radicalement nouvelles. Et Nouvelle Donne veut porter ces solutions de façon tranquille, mais déterminée, surtout de façon également pragmatique. C'est-à-dire ce sont des solutions qui se veulent pouvoir être, disons, appliquées très rapidement, sans aucun problème, mais avec détermination. Alors on nous demande toujours de quel côté nous nous situons, on pourra en reparler dans la soirée. Je crois qu'en fait, on ne va pas tellement se déterminer, même si nous, on sait très bien quelle est notre orientation, puis quand vous sortirez d'ici, vous saurez quelle est notre orientation. On se détermine plus par rapport aux difficultés présentes que par rapport aux autres. Vous dire ce que nous sommes nous, puis vous vous déterminerez en fonction de ce que nous, on vous dira, sans faire référence à ce que font les autres. Voilà, je passe la parole bien à Joseph. Le comité local Béarn, puisqu'il y a un comité local Béarn et Pays Basque, on a choisi de faire comme ça pour des raisons territoriales et pratiques. Donc nous vous fait partager cette soirée avec nous ce soir. Je suis arrivé à Nouvelle Donne très récemment, finalement, en janvier. Ça a été créé au mois de novembre, comme ça a été dit la dernière fois, tout à l'heure. Donc un jeune parti aujourd'hui qui compte quand même plus de 8000 adhérents, plus de 100 comités locaux. Il y a un engouement sur nos solutions, sur ce qu'on propose aujourd'hui, tel que ça grossit de jour en jour. Et mon engagement personnel, c'est le premier aujourd'hui. C'est le premier engagement politique. J'ai 29 ans, j'ai 2 enfants, et je pense que j'ai été marqué, comme beaucoup de gens de ma génération, sur les discours de nos parents ou grands-parents qui nous disaient « pour vous, ce ne sera pas facile ». Et j'ai 2 enfants aujourd'hui, et j'ai pas envie d'avoir ce discours-là envers eux, et j'ai pas envie que dans quelques années, ils se retournent vers moi en me disant « papa, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on s'en sorte ?» L'heure est trop grave aujourd'hui pour qu'on se regarde le nombril et qu'on attende que ça passe. En 29 ans, petit-fils d'agriculteur, j'ai vu le progrès social pour mon père. Par contre, pour moi, il s'est arrêté. Ça fait quelques années que je travaille et on voit qu'aujourd'hui, ce progrès social est complètement stoppé, que ce soit économiquement, politiquement, démocratiquement. L'ascenseur est complètement bloqué. Alors, pour notre génération, pour les générations précédentes, et aujourd'hui, on est clairement en manque de lien entre toutes ces générations, ça pose un vrai problème démocratique. Je vais commencer par un postulat, c'est historique finalement, c'est que cette Europe, elle a été construite au sortir de la guerre avec un rêve de paix, un rêve de justice sociale et un rêve de coopération entre les pays, puisqu'au sortir de la guerre, il y avait un vrai désir et un vrai besoin de se sentir unis tous ensemble face à l'horreur qui s'était passée. Et ce rêve est complètement abîmé aujourd'hui. On a élargi cette Europe sans l'approfondir dans les compétences. On a fait une Europe complètement concurrentielle entre les pays. Et on a placé cette Europe sous le signe des lobbies et de la finance. Le citoyen n'est plus représenté. Ce qui pose un vrai problème démocratique. Et c'est pourquoi, et c'est le sens de Nouvelle Donne aujourd'hui, c'est ce sens de l'engagement démocratique, c'est de redonner du sens à l'engagement citoyen. C'est de cette manière-là que cette Europe a souhaité se construire. Et alors on a des beaux principes, on veut changer cette démocratie européenne, mais avant de changer les autres, ou en tout cas avant de changer les institutions, on a commencé par changer nous-mêmes. Et ça a commencé dans le parti, et je vais revenir brièvement sur la façon dont sont constituées ces listes. On a pour habitude que les listes présentes des vieux partis ou des partis traditionnels soient décidées par le bureau national. À Nouvelle Donne, on a fait confiance aux adhérents, pas moi, le parti. Les adhérents se sont fait confiance et tirés au sort sur la base du volontariat pour construire des commissions électorales qui étaient en charge de constituer les listes. Donc on est tous passés, on était une trentaine de candidats, à passer devant cette commission électorale paritaire, 20 personnes,
20 personnes qui étaient en charge de construire ces listes et qui ne se connaissaient pas la veille de les constituer. Un événement important qui n'a jamais eu d'autres façons de se faire dans les autres partis. On a remis ce principe de démocratie athénienne au cœur de Nouvelle Donne. Donc une partie de la liste choisie par la commission et une autre partie tirée au sort. On a constitué ces listes comme ça et le poids finalement de nos responsabilités vis-à-vis de vous est encore plus grand que par la désignation. Pas d'arrangement possible, juste de l'engagement. Donc moi je vais expliquer pourquoi je suis là. Comme Joseph, comme Dominique et comme les autres personnes de la liste, j'ai été choisie par les adhérents pour représenter Nouvelle Donne sur cette élection européenne. Je crois que comme bon nombre d'adhérents, j'ai toujours été révoltée par le monde, je crois depuis la naissance, par le monde autour de moi. Mais je ne me suis jamais reconnue dans aucun parti politique. J'ai jamais pris ma carte à aucun parti politique et je n'ai jamais pensé que je pourrais prendre un jour ma carte dans un parti politique. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est, à mon sens, extrêmement grave et à un tournant de notre société. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de prendre nos responsabilités. Alors, moi, en fait, j'ai un parcours militant, c'est-à-dire qu'il y a eu un choc dans ma vie, c'est la catastrophe de Fukushima. Au Japon, à cette catastrophe, en fait, je me suis engagée dans l'aide auprès des victimes de cette catastrophe au Japon. J'ai fait différentes choses, je ne vais peut-être pas tout vous expliquer, mais disons que j'ai essayé beaucoup de choses pour aider les gens, pour alerter, pour parler. Et au final, cette lutte, je l'ai menée aussi évidemment en France, pour changer la situation en France, puisqu'on est le pays le plus nucléarisé au monde. Et à un moment où je fais le constat que, quels que soient mes engagements passés, je n'ai rien changé à ce qui se passe en France. Et mon fils, qui a 5 ans, est aujourd'hui autant en danger que les enfants de Fukushima la veille de l'accident de Fukushima. Donc Nouvelle Donne est arrivée à ce moment-là. J'étais au bout de cet engagement-là et je ne savais plus comment porter cet engagement. Nouvelle Donne est arrivée et là je me suis dit, ah, là ça me parle. Il se passe quelque chose, là, il y a des gens, je me reconnais dans ce qu'ils disent. C'est un parti politique, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas tout à fait comme les autres partis politiques. Et je suis allée voir, et effectivement, je me suis là, pour le coup, tout à fait reconnue dans les gens que j'ai rencontrés là-bas. On partage, je crois, Joseph a 29 ans, mais il l'a dit lui aussi tout à fait spontanément, c'est qu'on est... Mon père a connu l'école de la République, il m'a toujours expliqué l'importance de l'intérêt général et du collectif. Et lui, il est parti d'une famille extrêmement pauvre et il est arrivé ingénieur des ponts et chaussées grâce à ça. Et pour ma génération, ça n'a pas été du tout la même chose. Et je pense que pour la génération de mon fils, si on ne change rien, ça sera encore pire. Et ça, c'est juste pas supportable. À Nouvelle Donne, on se retrouve entre citoyens. Ce qu'on disait sur la démocratie, c'est qu'en fait, on n'est pas avec une structure pyramidale où il y a des gens en haut qui nous disent ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en pratique pour changer le monde. Non, on est des êtres responsables. On y va tous ensemble pour trouver les solutions et pour les construire ensemble. Et c'est ça que moi j'ai trouvé à Nouvelle Donne. C'est ce qui me semble être notre bien le plus précieux. Et c'est vraiment ça que je veux défendre. Et voilà, donc je suis candidate à cette élection. La prochaine fois, ce sera un autre adhérent qui passera devant. Et voilà, on va apporter ces idées-là et vraiment, c'est ce qui compte pour moi. Je suis le 3e sur la liste, c'est-à-dire que la commission électorale m'a mis en 3e dans sa sélection. Voilà, j'ai 63 ans, j'ai jamais fait de politique. J'étais, je pense, relativement engagé dans mon travail auparavant, puisque j'ai travaillé dans un organisme paritaire sur les questions de santé au travail. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les questions de responsabilité sociétale des organisations, avec pas mal de principes que je retrouve dans Nouvelle Donne d'ailleurs, sur l'engagement de tous et la prise en compte des parties prenantes, donc on est tout à fait dans cet esprit-là. Dans les travaux que j'ai menés, j'ai toujours constaté que quand on mettait des gens de bonne volonté autour de la table, on trouvait de bien meilleures solutions que celles qu'on avait tout seul. Et je suis toujours très surpris de voir comme ce qui sort n'a rien à voir avec ce que j'avais pu penser auparavant, et qu'en général c'est nettement meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. Donc ce qui me plaît dans Nouvelle Donne, c'est l'engagement général, et je vous lirai dans quelques instants
les principes qui sont dans la charte. Je crois que le socle de Nouvelle Donne, c'est vraiment sa charte. Lisez-la sur le site de Nouvelle Donne. Vraiment, enfin moi en tout cas, je m'y suis complètement retrouvé, et c'est ce qui a justifié que je m'inscrive dans ce mouvement. Et en même temps, je me sens libre. C'est-à-dire que on est chacun adhérent du parti, enfin pour ceux qui y sont, et personne n'a plus d'importance qu'un autre. On est là pour... C'est un parti des citoyens, de citoyens. C'est pas un parti de gauche, un parti de droite, c'est un parti de citoyens. C'est un parti où chaque adhérent a le même poids en termes de parole, a le même droit à la parole, et où les solutions, on les construira ensemble. Et je pense que c'est ce qui est important. Alors on va les construire ensemble, mais on ne va pas construire n'importe quoi. Et donc, je dirais, vraiment quand on lit les principes, on sait déjà vers quoi on va. Hein, et après, à chacun d'apprécier s'il considère que c'est de droite, de gauche, du milieu ou d'ailleurs. Hein. C'est pas le fond de la question. Nouvelle Donne affirme les principes fondamentaux qui fondent son action. Nous croyons premièrement qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale, quand on pense à la violence qui existe, qu'une trop grande disparité dans la répartition des richesses et des pouvoirs est génératrice de violence, que l'éradication de l'extrême pauvreté, la lutte contre la précarité et le logement indigne, l'accès aux soins et à la santé sont des enjeux de civilisation, que nos sociétés se construisent dans le respect et l'intérêt des peuples, indépendamment de leur niveau de développement, et que la lutte contre la faim dans le monde doit inspirer les relations et les accords internationaux. Et on voit là, par exemple, que parfois on nous demande quelle va être votre politique extérieure, votre politique de défense. Et bien, là, on a une bonne référence pour savoir comment on va se comporter dans notre politique étrangère. Cinquièmement, que le progrès technique et les gains de productivité doivent redevenir des facteurs de progrès social, d'émancipation et de diversification des activités humaines. On évoquait avant-hier à Alès les progrès de l'automatisation, le fait que énormément de tâches difficiles ou lourdes étaient prises en charge par des robots. La seule conséquence de tout ça, c'est effectivement la suppression d'un certain nombre de tâches pénibles, mais aussi la suppression des emplois correspondants, sans aucun retour sur le confort des salariés en général. Donc on est bien là sur une non-répartition des bienfaits du progrès technique. Sixièmement, que la croissance matérielle infinie n'est ni possible ni souhaitable, que le respect des écosystèmes et du vivant, la protection de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique s'imposent à tous. Et enfin, que nous devons inventer un modèle de société fondé sur l'épanouissement et l'émancipation de la personne humaine, la prospérité des peuples et des citoyens. Donc, à partir de ces principes-là, et d'un certain nombre de valeurs que sont la responsabilité, la liberté, la participation, la bienveillance, la justesse et le respect de la contradiction et des minorités, on a déjà là une base d'engagement pour un parti qui est suffisamment enthousiasmante pour qu'on puisse avoir envie d'y aller. Voilà. Alors on va aux européennes. Pourquoi allons-nous aux européennes? Tout simplement parce qu'il y a une loi sur 5 en France qui découle de directives européennes. Une loi sur 5 qui est votée au Parlement français découle des directives européennes. Et aujourd'hui, on fait un constat sur cette Europe. Il y a 3 blocages. Pas de démocratie, la Commission n'est pas élue. Le Conseil peut passer outre le rejet du Parlement européen. Un poids de la finance et des lobbies trop importants. Et des politiques d'austérité qui ont fait des ravages dans toute l'Europe, en Grèce, en Espagne, en Italie, maintenant en France, puisqu'on a adopté un plan d'économie de 50 milliards. Et la position de Nouvelle Donne, on l'a rappelé plus ou moins, elle est très claire, c'est qu'il faut des députés de l'Europe d'aujourd'hui et de demain plutôt que des recyclages d'hier, des politiques du 21e siècle plutôt que des politiques du siècle dernier. Et il faut penser citoyen. Parce que l'Europe des peuples, celle qu'on a voulu il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, elle n'existe pas aujourd'hui. Alors on a un programme basé sur plusieurs points, on ne va pas tous les énumérer ce soir, mais en tout cas on va en énumérer quelques-uns. On va vous permettre aussi à vous de poser des questions, parce que le principe de cette réunion ce soir, de partager 1h30, 2 heures ensemble, est constitué d'un échange entre vous et nous.
Et on a une réponse qui part d'un postulat assez clair, c'est qu'il faut réintroduire le courage politique, cette notion de courage politique, et il faut plus de démocratisation et d'explication des décisions qui sont prises au niveau du Parlement européen. On a commencé à le faire à l'intérieur du parti en co-construisant nos réponses, et on le fera par la suite si on a la chance, si vous nous donnez la chance de pouvoir siéger au Parlement européen. On souhaite un sursaut citoyen, une contre-révolution. Les néolibéraux ont pris la main dans les années 80 sur cette Europe, en instaurant une Europe de la finance, des lobbies. Aujourd'hui, ils ont mis 3 ans pour le faire, même un peu moins. On mettra, nous aussi, 2-3 ans pour pouvoir réinverser la vapeur sur cette Europe. Alors, on nous pose souvent la question, et les médias le posent souvent, on a les europhiles, les europhobes. Alors, est-ce qu'il faut plus ou moins d'Europe? C'est une bonne question. Est-ce que vous pensez qu'à 28, on avance correctement? Nouvelle Donne ne pense pas et veut instaurer une zone d'action au sein de cette Europe, dans le Parlement. Pas une Europe à côté de l'Europe, mais une Europe dans l'Europe, avec une zone d'action motrice à quelques pays qui se retrouvent autour de quelques principes. Le premier, c'est d'appartenir à la zone euro, 18 pays aujourd'hui sur les 28. Ils seront de très très bons partenaires à l'extérieur. Aujourd'hui, ce sont eux qui bloquent la plupart des décisions. Et encore aujourd'hui, la taxe Tobin a été bloquée par eux. Ils font un lobbying assez hallucinant sur cette taxe sur les transactions financières. Donc une Europe de la zone euro, une Europe signataire de la taxe sur les transactions financières. On a 11 pays aujourd'hui qui sont signataires. Un traité de convergence sociale, puisqu'on est à plusieurs pays avec des niveaux différents, des niveaux de salaire différents, des niveaux de protection différents, ce qui crée un grand désordre au sein de cette Europe. Et enfin, une Europe qui fonctionne sur des ressources propres. Donc une Europe dans l'Europe, mais qui est là pour tirer cette Europe vers une Europe des peuples et non une Europe de la finance. Sur cette finance, on a un deuxième postulat très clair, c'est qu'il faut la remettre au service des peuples et non au service d'une petite minorité qui ne fait que s'enrichir là-dessus. La taxe sur les transactions financières, elle est en train d'être sabotée par le gouvernement français, par Michel Sapin, en ce moment même. On est en train de la vider de toute sa substance. Une taxe sur les transactions financières qui serait appliquée sur les actions, sur les obligations, sur les dérivés, c'est 34 milliards d'euros par an sur les 11 pays signataires. 34 milliards d'euros. Quand on cherche des ressources, on voit où on peut en trouver. On parle souvent de la dette publique, et je laisserai aussi la main sur ce point à Frédéric, qui a pas mal de choses à dire. Cette dette publique n'est que la conséquence des dettes privées, des dettes des banques. La Banque Centrale Européenne a produit 2600 milliards d'euros, la planche à billets, pour financer les banques qui étaient en crise, qui avaient trop joué à la roulette russe. Cette dette accumulée pour les pays, il faut qu'elle soit refinancée à 1%, et non pas à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 3%. Les intérêts de la dette en France cette année, c'est l'équivalent de 47 milliards d'euros. Quand on en cherche 50, on sait déjà où on peut en trouver. Donc, financer cette vieille dette, comment on peut la financer? La Banque Centrale Européenne ne peut pas produire de la monnaie pour les États. Elle produit de la monnaie pour les banques, et les banques financent les États. Mais il y a un flou, et on peut passer outre sans changer les traités. Il suffit que la Banque Centrale Européenne prête à la Banque Publique d'Investissement, qui, elle, peut prêter aux États. Donc, à un taux directeur de 0,75, aujourd'hui, 0,75%, il me semble, et cette banque publique peut reprêter aux États à 1%. On desserre les taux. Quand on fait un plan d'économie de 50 milliards, si on refinançait la vieille dette à 1%, on les aurait de suite, plutôt que de les prendre dans votre poche. Il suffit juste d'avoir un peu de courage et de mettre cette Europe au service des peuples. Ensuite, un dernier point, la fraude et l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale représentent aujourd'hui 70 milliards d'euros par an. Quand on en cherche 50, vous voyez qu'aujourd'hui, sur 2 points, on aurait pu déjà en récupérer largement le double. Alors comment on fait? Il y a des systèmes qui sont créés, des informaticiens qui créent de super systèmes pour traquer la fraude et l'évasion fiscale. C'est des gens qui mettent leur argent dans d'autres pays pour la faire fructifier parce que les impôts sont moindres. Nouvelle Donne, on a aussi un postulat très clair, on en a parlé, on a commencé à esquisser un peu les choses. Vous l'avez juste derrière ici. C'est la croissance, cette fameuse croissance. De travailler plus pour gagner plus, pour créer de la croissance. Regardez, ça marche tellement bien que depuis 50 ans, la croissance a quasiment été divisée par 5,5. Donc ce postulat de Nouvelle Donne, c'est con. La croissance, c'est un mythe, elle n'existe pas, elle n'existe plus, et elle n'est pas souhaitable qu'elle revienne comme elle a pu l'être il y a une 50aine d'années, pour des questions environnementales, sociétales, et qu'il faut faire autrement. Il faut trouver d'autres solutions. Le progrès social, la productivité a été multipliée par 5 en l'espace de 50 ans,
chose qui n'était jamais arrivée sur le siècle d'avant. C'est-à-dire que entre 1820 et 1950, on a multiplié la productivité par 2, et entre 1950 et aujourd'hui, elle a été multipliée par 5. Pourtant, les salaires n'ont jamais autant stagné. Il y a une évaporation de la valeur ajoutée vers la finance. C'est pour ça qu'on veut stopper cette finance folle, puisqu'elle arrête le progrès social, elle arrête l'évolution des salaires, elle arrête l'amélioration du bien-être. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une grande question à travers tout ce que vous venez d'exprimer et qui concerne l'économie, la finance, et avec lequel je suis complètement d'accord avec vous. Je me dis que ça ne peut se faire que si une Europe politique existe. Et donc ma question c'est, est-ce que Nouvelle Donne a déjà un peu une perspective de mettre en place, et comment, une Europe politique et sous quelle forme? C'est peut-être pas le bon moment pour poser cette question, mais au moins les poser, vous la prendrez quand vous voudrez. Donc la question que j'avais à vous poser, c'est concernant donc, la notion de peuple, et moi c'est quelque chose qui me parle aussi. Est-ce que pour moi ça passera par la destruction de l'État français en tant que tel? Il y a de nouvelles nations qui vont se créer dans les années qui arrivent en Europe. Nous avons par exemple l'exemple de la Catalogne d'ici 5 à 10 ans qui sera indépendante. Alors ma question c'est, quelle est votre notion de peuple, par exemple d'un peuple français uni sans rien d'autre qui n'existe, ou par exemple le peuple basque, le peuple kanak, les peuples, voilà. Et je pense que pour construire cette Europe citoyenne, il faudra détruire l'État français aussi, parce que ça reste un carcan, et imaginer peut-être une Europe des peuples plus qu'une Europe des États, parce que puisque l'État en tant que tel ne veut que la destruction des peuples pour une uniformisation totale. Alors une Europe politique, finalement, ça rejoint la deuxième question. C'est une question primordiale. Et aujourd'hui, la citoyenneté européenne est inscrite dans les derniers traités. La notion de citoyenneté européenne est inscrite dans les traités. Alors, pour se sentir citoyen, il faut plusieurs choses. Et dans un premier temps, déjà se sentir représenté au Parlement européen. Aujourd'hui, on fait le constat que ce n'est pas le cas. Ce Parlement européen n'a pas tous les pouvoirs. C'est la Commission, donc des chefs d'État et des chefs de gouvernement qui prennent les décisions finales et donc les directives. Donc on a un déni de démocratie fondamental. C'est comme si aujourd'hui vous aviez M. François Hollande qui prenait toutes les décisions en passant outre le Parlement européen. Le Parlement français, pardon. Donc cette zone d'action qu'on veut créer au sein de cette Europe, à quelques pays, elle est là pour renforcer le rôle du Parlement européen. Il faut que les députés soient inscrits dans une démocratie représentative et aillent beaucoup plus loin. J'irais même encore beaucoup plus loin sur le fait de se sentir européen, ou en tout cas citoyen européen. On ne peut pas l'être si on se sent loin de ce qui se passe à Bruxelles. Et là, le rôle de l'élu est primordial. Et quand on parle à Nouvelle Donne de démocratie participative, collaborative, co-construction du programme, etc., il faut que ça se prolonge dans l'exercice du pouvoir au sein de ce Parlement européen. Et le parti Nouvelle Donne prend le pari aujourd'hui qu'on va innover politiquement ensemble. Il y a un appel à compétences qui a été lancé au sein de ses adhérents pour réfléchir sur l'innovation politique au sein de Nouvelle Donne et donc dans la prolongation de l'exercice des mandats européens. Une très grande clarté finalement. Et ça va se passer sur un point, un des premiers points, puisque vous savez qu'au Parlement européen, il n'y a pas de majorité construite très claire. On a besoin d'alliances. Et ces alliances, elles ne se font pas maintenant. Elles commencent le 26 mai, pendant 6 semaines, jusqu'au 14 juillet. Et pendant 6 semaines, les parlementaires Nouvelle Donne s'engagent en toute transparence à rendre compte des tractations qui auront lieu avec les différents partis européens. Ces tractations seront soumises à un vote, le vote des adhérents le 10 juillet, pour décider où est-ce qu'on sera et avec qui on sera. Donc on a déjà posé les bases de ce processus démocratique qui est primordial pour se sentir citoyen européen. Je ne vous rejoins pas sur la question de la destruction de l'État. Par contre, là où je peux vous rejoindre, c'est sur cette Europe des peuples. C'est une question de fédéralisme. Et quand on pose des questions assez claires, des propositions très claires sur ce qu'on a sur ce fédéralisme, on s'oriente vraiment vers ce positionnement à Nouvelle Donne. Maintenant, ce seront aux adhérents aussi de prendre
le choix de construire ensemble ce fédéralisme. Alors une Europe des peuples, la définition du peuple même, elle est compliquée. Quand on regarde une carte de l'Europe sur 150 ans avec les mouvances des frontières, parce que c'est très récent finalement, des frontières qui ont bougé tout au long du siècle dernier, qui bougeront encore sur le siècle à venir, il faut que ce se fasse de façon très cohérente. Alors je vais rajouter aussi que dans notre programme, on a des points très concrets sur cette question-là des peuples, du peuple européen. C'est que par exemple, on met en avant la nécessité de consulter la population par référendum au niveau européen, donc du référendum pan-européen. Et on met aussi en avant tout ce qui concerne les lois d'initiative populaire, donc citoyenne. Pour nous, on part sur un projet parce que maintenant il faut trouver un moyen d'agir rapidement et de mettre en place des solutions rapides pour pouvoir sortir de la crise, mais c'est sûr qu'on s'inscrit dans un processus sur le long terme qui nous amènera vers le fédéralisme a priori. Alors après, là ce qu'on va faire, c'est qu'on parle d'une zone d'action à 8, 9 pays, peut-être 10. Bon. L'idée c'est qu'on va se choisir, c'est-à-dire qu'on va se consulter sur la base de ces pays qui ne sont pas des paradis fiscaux, qui ont accepté le principe de la taxe financière, qui acceptent aussi le principe que l'Union européenne doit trouver son budget pas seulement en le piochant dans la poche des citoyens, mais aussi en allant chercher auprès des entreprises. Bon, voilà, toute cette base-là, on va consulter les autres pays et l'idée c'est qu'on va se choisir sur un projet. Donc le projet, il est de construire ensemble, à l'intérieur de l'Europe telle qu'elle est actuellement, une Europe qui soit à la fois une Europe politique, une Europe sociale, avec un vrai projet à long terme. Et on revient à cette question de la citoyenneté, peut-être que c'est là qu'on va la construire ensemble, la citoyenneté européenne, sur ce projet-là. Alors pourquoi répondre à un problème économique par des perspectives ou des propositions économiques? Bien déjà parce qu'on est écrasé par ce problème économique. C'est lui qui crée la peur, c'est lui qui crée la colère dans laquelle on est tous et face auquel on se sent impuissant. Donc il faut bien entendu rompre ce système économique mortifère qui nous étrangle, qui fait que 67 personnes au monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale et les plus pauvres, la moitié des plus pauvres. 67 personnes d'un côté, la moitié de l'humanité de l'autre. La même fortune des deux côtés, les plus pauvres, je parle. Alors ça, effectivement, il faut donner des réponses économiques. Mais comment créer une citoyenneté européenne de là? Les gens la créeront, ils la créeront. Mais ça, c'est déjà de dire qu'on va lutter contre cet enfermement économique qui a remplacé l'éthique et la qualité uniquement par des critères de quantité, c'est déjà un projet citoyen. Et puis ce que Cécile aurait pu dire, c'est que dans ce projet de zone action, eh bien, il y a des propositions éthiques, c'est-à-dire un niveau maximum d'illettrisme, un niveau maximum de gens qui sont mal logés. Voilà, je ne sais plus exactement toutes les propositions qu'on a mis dedans, mais il y a un projet citoyen, bien entendu. Alors pour parler des peuples, moi, je suis un peu embêté parce que je suis à moitié espagnol et à moitié français. Alors, je ne sais pas où je vais aller. Je crois que les peuples, les identités sont à respecter, et puis chacun la vit et la défend, et chacun a raison de défendre son identité. Cela, à mon avis, ne doit pas aller jusqu'à un repli sur soi. Mais je crois qu'effectivement, chaque identité, bien entendu, comme tu le demandes, a à vivre et à vivre sa propre identité culturelle, voilà. Sans aucun problème. Citoyenneté européenne. Je pense que le point de départ, c'est ce qu'on veut faire au sein de Nouvelle Donne, déjà. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque membre du parti soit effectivement un citoyen, et un citoyen, je dirais, quelque part militant, c'est-à-dire amenant d'autres à remplir leur rôle de citoyen par rapport à la politique. Donc remettre la politique au centre, et donner aux gens le sentiment réel, enfin fondé sur des réalités, qui peuvent effectivement participer à la préparation des décisions qui les concernent. À ce propos, je pense qu'il faut souligner la charte de l'élu, le contrat de l'élu qu'on a signé, où on s'engage à ne pas cumuler les mandats ni dans l'espace ni dans le temps, c'est-à-dire pas deux en même temps et pas plus de, je dirais deux, on n'a pas encore fixé le nombre, mais pas plus de deux dans le temps, et en fait de ne plus faire de la politique une carrière, mais simplement
un temps donné par un citoyen à l'action politique. On se disait qu'il faudrait peut-être qu'on définisse un statut de l'élu qui lui permette un retour à la vie citoyenne simple, sans difficulté surtout. Alors, la question se pose d'autant plus qu'actuellement, on a des politiques qui ont fait 30 ans de carrière et quand ils arrêtent, ils ne savent plus faire grand-chose d'autre. Mais on va pas pleurer. Non, mais on ne va pas pleurer. Mais en revanche, ce qu'on s'est dit, c'est que ce n'était pas le statut de l'élu qu'il fallait qu'on travaille. Il fallait travailler le statut du citoyen. Un statut du citoyen qui permet aux citoyens de vivre en tant que citoyen, en tant que militant, à un moment donné de sa vie, de donner du temps à l'activité politique sous forme d'un mandat et d'une élection, mais sur un temps limité, et de revenir tout simplement à sa situation antérieure de citoyen. C'est-à-dire réfléchir dans l'autre sens. J'étais à table tout à l'heure en face de quelqu'un qui est artisan, il m'a dit, moi, je ne vois pas comment à un moment ou à un autre, je peux être élu. Parce que moi, si je quitte mon commerce, il s'arrête. Et puis quand je reviendrai dans 5 ans, il n'y aura plus un client. Il faudra que je parte à zéro. Donc, il va falloir qu'on discute avec des artisans, qu'on discute avec d'autres professions ou d'autres statuts dans la vie civile pour voir avec eux comment on peut faire en sorte qu'ils soient effectivement représentés dans la vie politique. Parce qu'actuellement, on voit bien quand même que la sociologie du politique, elle est quand même fortement marquée. Et donc ça fait aussi partie du projet de Nouvelle Donne. Je profite de ce moment pour faire un appel aux dons d'ailleurs, parce que j'ai liquidé tous mes congés pour faire la campagne. Donc j'ai plus de congés. Si vous voulez m'en donner quelques-uns pour pouvoir prendre du bon temps par la suite, c'est avec plaisir que je le recevrai. Je voudrais juste poser une question sur la citoyenneté finalement, parce qu'elle est essentielle. Et depuis qu'on est à l'école, on a fait de l'éducation civique, on nous apprend qu'être citoyen, c'est mettre un bulletin dans une urne. Très honnêtement, on n'apprend pas à l'école à exercer le pouvoir. En tout cas, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne chacun à exercer le pouvoir et à le transmettre. Et je pense que c'est une bonne réflexion à avoir et on l'aura certainement à Nouvelle Donne. Donc à l'école, malheureusement, la citoyenneté, on vous dit toujours aller voter parce que c'est être citoyen d'aller voter. Si tout le monde pensait ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas 53% d'abstentionnistes. Vraiment. J'avais levé la main tout à l'heure pour poser une question un peu radicale, mais vous avez déjà commencé à y répondre. C'était la question, est-ce que vous voulez une Europe fédérale ou une Europe de coopération entre les nations qui constituent l'Europe? Vous avez déjà un peu commencé à y répondre. Et je rebondirai un petit peu en disant que les peuples européens ne sont pas identiques. Je prends 2 exemples. Conflit en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez pu le constater, il y avait une ligne de fracture très importante entre les pays européens. Certains prêts à s'aligner sur les États-Unis, à aller, je dirais, soutenir la coalition, et ensuite toute une partie de l'Europe qui n'en voulait pas. Mon deuxième exemple, c'est le nucléaire. Le nucléaire, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, très bien. La part du nucléaire, pour moi, est beaucoup trop considérable. C'est aussi parce qu'on a besoin de chercher d'autres sources d'énergie. Il y en a. Il faut dire qu'il y en a qui sont sous-exploitées. Et donc, entre ce qu'a décidé l'Allemagne, par exemple, suite à Fukushima, ou par rapport à ce que nos gouvernements précédents ont fait en France, il y a je dirais, des divergences fondamentales entre les peuples européens. Franchement, je ne vois pas. L'Europe est partie sur une Europe du business, sur une Europe de chercher compétences en matière économique. Ça n'a jamais été, et c'est pour ça que c'est un échec, parce que ça n'a jamais été vraiment ni une Europe politique, ni une Europe sociale. Bonsoir, je suis Nadine Defoe. Je vous félicite pour votre nouvel engagement, moi qui suis une vieille militante, quelque peu désabusée. Je pense s'attaquer à l'Europe, effectivement, c'est fondamental, mais je crois que quand on veut s'attaquer à l'Europe, il faut bien la connaître. Et j'ai l'impression qu'on part un peu sur des bases un peu biaisées. Je ne pense pas du tout que l'Europe s'est construite par et pour le peuple, pour les peuples, ni pour la paix.
relisez Jean Monnet. On le présente comme le père de l'Europe, qui avait beaucoup de choses derrière la tête, l'idée des créateurs de l'Europe, mais le peuple n'a jamais été associé à ça. J'entends, et c'est un des arguments que l'on nous a asséné il y a quelque temps, il faut l'Europe pour la paix. Où voyez-vous qu'il y ait la paix en Europe, hein? Quand ce qui se passe en Grèce, quand on a peur du plombier polonais, c'est pas la guerre ça, hein? Alors bien sûr, il n'y a pas peut-être la mitraillette, il n'y a pas les bombes, et tant mieux, mais c'est une guerre, c'est l'argent, effectivement c'est ce qu'on a dit. J'entends, il faut éduquer. Malheureusement, personnellement, j'ai toujours été déçue par mes élus, par les élus en lesquels je croyais. Commençons donc par être des citoyens, hein, éduqués, et bougeons-nous. Où était le peuple de France qui a dit non au traité constitutionnel quand le Parlement français est passé outre et a voté, a adhéré? Où étions-nous? Nous étions 20 au complexe de la République à essayer de nous bouger, de dire, mais enfin, à écrire aux députés en leur disant c'est une honte, vous avez le pouvoir parce que le peuple français vous donne la délégation, vous le confie, pas pour en faire ce que vous voulez. Il faut changer les choses, il faut se bouger, il faut s'éduquer, il faut sortir des réseaux, de la télé, de choses comme ça. On avait fait ça à un moment donné, au moment du traité constitutionnel, ça a marché, et après, c'est retombé. Donc, vous parliez aussi, un petit exemple, puisque j'ai fréquenté de jeunes députés européens qui croyaient changer la vie, changer l'Europe, j'espère. Par exemple, est-ce que vous savez que lorsque vous allez être élu au Parlement européen, vous allez recevoir une enveloppe pour financer, pour payer les salaires de vos collaborateurs? Savez-vous sous quel droit social vous allez pouvoir les employer? Eh bien, vous allez pouvoir les employer sous le droit social français, qui exige que vous leur donniez un salaire minimum, des congés, etc. Vous allez pouvoir aussi les employer sous le droit du travail polonais, par exemple. J'ai connu un jeune député européen à votre place, qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, qui proposait de faire un rapport détonnant pour dire comment les parlementaires européens finançaient et payaient leurs collaborateurs. Et ça va faire du bruit, parce que vous allez voir, les gens, même les socialistes, comment ils payent leurs collaborateurs. Quand je vous dis qu'il faut bien connaître l'Europe, est-ce que vous savez que dans l'éventail du Parlement européen, le Parti socialiste est très à gauche? Donc la tâche est rude, parce que les gens que vous avez en face et que vous allez côtoyer, ben, hein, ils mettent la barre bien à droite. Moi, je voudrais axer ma question sur le rôle de la finance, puisque vous l'avez évoqué. Hein, Est-ce que vous avez bien conscience du poids des lobbies que représente la finance au cœur de Bruxelles, à savoir qu'on est sur un rapport de 1 à 6 entre, on va dire, les lobbies des associations, des citoyens, et ceux de la finance, et qui représentent un marché énorme, puisqu'on est au-delà de 50 milliards. C'est gigantesque le poids que représentent ces lobbies-là. Pour des élus qui ne sont peut-être pas au fait du fonctionnement de... Quelles alternatives avez-vous, puisque vous parlez des professionnels de la politique, comme le disait monsieur, hein, que vous sortez de ce cadre-là, vous ne voulez absolument pas rentrer dans ce cadre-là. Le problème de la politique actuelle, c'est les conflits d'intérêts, soyons clairs, entre ces professionnels de la politique et les lobbies qui peuvent tourner autour de ces gens-là. Quelle marge de manœuvre pouvez-vous avoir en tant qu'élu à Bruxelles par rapport à ce poids qui est conséquent? Bon, le poids que vous allez leur donner déjà. Et puis, il est à espérer que, comme il s'agit de l'Europe, pas simplement de la France, que dans d'autres pays, d'autres indignations vont se manifester et que peut-être vont se lever d'autres partis, d'autres nouvelles donnes ou avec d'autres noms ailleurs,
et qu'il y aura une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a commencé effectivement, elle avait commencé avec le nom au TCE. Moi j'étais à Versailles le jour où le Parlement a voté, il faisait très froid, c'était en février ou en janvier, je ne me souviens plus, on n'était pas très nombreux non plus, mais j'étais effectivement. Il y a des lobbies qui sont néfastes. On était tout à l'heure, comme le disait Joseph, lors de notre visite cet après-midi, avec un autre lobby qui est un lobby d'une association qui s'appelle le Code Béarn. Voilà. Et les citoyens peuvent être aussi des lobbies puissants. Et nous, à Nouvelle-Donne, le mouvement, il a quoi? Il a 5 mois d'existence. On ne va pas tout faire, on ne va pas peser. Et on ne pourra pas peser sans cet élan citoyen que l'on appelle de nos voeux et auquel nous, on veut participer. Voilà. Alors, on n'a pas tout pouvoir, mais effectivement, on pèsera en particulier si on arrive à créer cette zone d'action qui n'est pas faite pour éliminer les pays qui seront à la marge, mais pour donner un enthousiasme et un élan vraiment, y compris en violant les traités. Parce que les coopérations renforcées existent actuellement, mais elles ne sont théoriquement pas autorisées pour des actions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne. Or, le fiscal et le social, normalement, un groupe de pays seul ne peut pas s'en emparer, même dans le cadre de ces coopérations renforcées qui se font à partir du 8 ou maintenant à partir de 9 États. Donc, si on veut proposer ça, il faudra qu'on dise nous on veut le faire et on le fait en dépit des traités qui nous aiment, nous suivent. Et on verra bien. Nous, on l'aura proposé. C'est ce qu'on fait ce soir. On propose. On n'est pas là pour faire. On ne va pas dire du mal des autres partis, mais enfin, on n'est pas dans une compétition électorale. On est là parce qu'on se trouve devant des problèmes fondamentaux et qu'on a envie de poser des réponses pragmatiques et on a envie de convaincre les gens de nous aider à les apporter. Je voudrais répondre à la question du monsieur tout à l'heure là-bas qui semblait dubitatif sur la possibilité du fédéralisme. Dans l'idée que, par exemple, vous donnez l'exemple du nucléaire, où voilà, l'Allemagne est sortie du nucléaire et en France, nous sommes encore dans le nucléaire, et vous disiez les peuples ne peuvent pas s'entendre, etc. En France, il y a des pro-nucléaires, il y a des anti-nucléaires, et il y a des gens qui n'ont rien à faire. En Allemagne, je pense que c'est à peu près pareil, donc je pense que les pro-nucléaires français peuvent s'entendre avec les pro-nucléaires allemands, de même que les anti-nucléaires français peuvent s'entendre avec les anti-nucléaires allemands. Moi, je ne vois pas où est le problème là-dessus. Je voulais juste retourner la question sur l'expérience. Que pensez-vous de nos politiques actuelles qui ont cette expérience? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette expérience depuis 30 ans? Je vous laisse juste réfléchir là-dessus et je pense que si vous êtes là ce soir, c'est peut-être parce que vous êtes en train d'y réfléchir. Donc, la politique, elle peut se faire autrement que par l'accumulation d'expérience. Le poids des lobbies, vous en avez parlé, c'est pas un rapport de 1 à 6, c'est un rapport de 1 à 20. C'est-à-dire que vous avez 20 lobbyistes pour un parlementaire. Alors, d'une part, il faut que le parlementaire soit transparent sur les lobbies qu'il rencontre. Il y a des bons lobbies, il y a des lobbies qui ont... Enfin, il n'y a aucun mauvais lobby. Chaque lobby a un intérêt propre. Il faut savoir s'il rentre dans l'intérêt général et collectif ou s'il n'y rentre pas. La première chose, c'est la transparence par rapport à ces lobbies. Nous, on veut les mettre à côté et on veut faire en sorte qu'ils n'aient pas ce pouvoir. Ensuite, quand vous prenez le non-cumul des mandats, c'est déjà plus compliqué pour un lobby de faire un travail pendant 30 ans auprès du même député européen ou député français. Quand vous avez un turnover tous les 5, 10 ans, tout dépend du mandat, mais ça pose déjà des difficultés aux lobbies pour faire ce travail, et ça évite que des lobbies tiennent certains parlementaires par des choses pour pouvoir leur faire adopter d'autres choses. Sur la position par rapport à l'Irak notamment, ou sur d'autres domaines, en fait, la question avait été posée d'ailleurs à Joseph, y avait répondu il y a quelques jours à Toulouse. En fait, comment avoir une position politique quand on n'a pas de structure politique cohérente? Et en fait, c'est la marche vers le fédéralisme qui devrait nous permettre à terme d'avoir un débat collectif sur des positions collectives. Actuellement, on ne fait qu'opposer les positions des différents États. Et donc, chacun y va de son petit point de vue, de sa façon de voir. C'est d'ailleurs pas obligatoirement la façon de voir du pays concerné, mais c'est la façon de voir de son dirigeant ou de son équipe dirigeante à un moment donné. Et donc, tant qu'on n'aura pas construit une Europe beaucoup plus intégrée, on pourra difficilement envisager d'avoir une politique étrangère ou une politique de défense cohérente. Voilà. Et en fait, on souhaite vraiment arriver à ça. De même que, par exemple, on reviendra sur l'euro,
Mais il n'est pas question pour nous d'imaginer qu'on sortira de l'euro. En revanche, on considère qu'il n'est pas géré comme il serait souhaitable qu'il le soit, et il y a des choses à faire évoluer, on y reviendra tout à l'heure. Alors on a parlé du nucléaire, du climat. C'est une question fondamentale. Madame Merkel disait il y a encore 3 semaines qu'il lui manquait 70 milliards pour financer sa transition énergétique. Et c'est un des piliers de la construction du programme de Nouvelle Donne, c'est que les enjeux environnementaux qui sont face à nous sont primordiaux. Si on veut continuer à pouvoir parler d'économie, de démocratie, etc. Le rapport du GIEC dernièrement, je ne sais pas si tout le monde en a pris connaissance, mais les projections qu'on avait sur le climat et le réchauffement climatique, il y a encore 1 ou 2 ans, on faisait des projections à 2100. Le dernier rapport fait des projections à 2030-40. C'est-à-dire qu'on a une hausse de la température telle, qui se produit tellement rapidement, qu'on va détruire toute la biodiversité. Cette biodiversité ne va pas avoir le temps de se réadapter au changement climatique. Changement climatique qui a été le fruit de périodes de glaciation, de réchauffement tout le long des siècles derniers. Mais depuis, on le voit bien, quand on associe les courbes par rapport à la révolution industrielle, par exemple, et au réchauffement et la courbe de CO2, la courbe est flagrante. On a nous-mêmes mis des choses sur ce réchauffement climatique. On est acteur de ce réchauffement climatique de par notre économie, notre industrie, nos moyens de transport, etc. Alors, comme on a mis plus de 2000 milliards pour sauver les banques, on devrait être capable de mettre autant d'argent pour sauver le climat. Et Nouvelle Donne propose un plan climat, énergie, pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on met 1000 milliards sur la table, la BCE produit 1000 milliards pour prêter aux États qui souhaitent effectuer cette transition énergétique. Alors on a parlé du nucléaire, des antinucléaires, des pronucléaires. Comme on est dans un processus de consentement, c'est aux États de choisir ce qu'ils feront de cet argent en ayant un but commun, c'est la réduction du réchauffement climatique et la protection de l'environnement. Aux États de choisir. Mais en tout cas, avec ces 1000 milliards, ils auront la possibilité d'emprunter tous les ans 1% de leur PIB pour mettre de l'argent dans la transition énergétique, qui peut passer par plein de solutions, et ces solutions devront être débattues ensemble, de façon consensuelle. Il faut que chaque pays puisse acter sur ce qu'elle doit faire pour ce climat et cet environnement. Donc, je voulais revenir sur ce qu'on disait, comment ça s'appelle, vouloir la dynamité des peuples, c'est pas un repli sur soi, au contraire c'est une ouverture, ça m'empêche pas de... Je parle béarnais mais je parle quand même 5 langues à côté, l'un n'empêche pas l'autre. Et voilà, la question que j'avais, c'est tout simplement, on voit par exemple que les partis, comme le Parti Socialiste, donc c'est une catastrophe terrible, on le remarque tous, et pour ceux qui en doutaient, maintenant ils n'en doutent plus. On a par exemple à gauche un parti communiste qui a complètement trahi de la classe ouvrière depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc là, vous voulez présenter la politique d'une façon nouvelle, ce qui est tout à fait honorable et je vous en félicite, de ne pas avoir de politiciens professionnels. Ça, je le conçois tout à fait, et on a, dans mon organisation, on en a parlé, c'est comme ça qu'on envisage de toute façon une élection. Par contre, la question là ne se posera pas, je pense, parce qu'après je ne suis pas trop au fait des élections européennes, mais par exemple, si vous vous présentiez par exemple, sur des municipales, par exemple, premier tour, donc vous faites le score que vous faites, est-ce qu'après, vous envisageriez de faire des alliances, par exemple, avec le PS, ou avec d'autres partis ou vous préféreriez garder votre honnêteté politique Je vais vous répondre de suite, c'est aux adhérents de répondre. La question des élections locales se posera au moment des prochaines élections. Les prochaines seront les élections régionales puis cantonales, puisque 2016 pour les régionales, il semblerait. Mais c'est une question, j'espère que vous aurez la patience de nous laisser y répondre. On n'a que 5 mois, on est tout jeune. On n'a pas beaucoup d'expérience vis-à-vis des autres partis sur celle-ci, et tant mieux, c'est ce qui fait notre force. Et cette force-là, c'est aux adhérents de la choisir et de faire en sorte de trouver d'autres solutions. Je rappelais tout à l'heure l'appel à compétences qui a été lancé pour les adhérents. Cet appel à compétences est placé sous le signe de l'innovation en politique, ce qui posera des réponses pour la question que vous venez de poser. Déjà, le fait de refuser qu'on ait chez nous des carriéristes en politique, je pense que c'est quand même une façon de se préserver des alliances à but unique de... On se place, voilà.
Donc déjà c'est quand même une façon de se préserver de ça. Et d'autre part, on a un programme, par exemple là sur les européennes, j'imagine absolument pas que le PS ait un jour envie de s'associer avec ce type de programme. Donc voilà, si le PS change... Peut-être, mais les choses sont complexes et la coopération peut très bien se faire, même en ayant des buts différents, si à la base, les traités de convergence, en tout cas l'alliance, est basée sur des bons principes. Donc on ne peut pas avoir une vision binaire par rapport à ça. C'est une vision globale qu'il faut avoir et ce seront vos adhérents dans le jeu. Sachant qu'il y a des années et des années qu'on entend parler d'ailleurs depuis les premières élections européennes d'harmonisation particulièrement sur le SMIC, un SMIC européen, on n'entend plus parler. C'est très très vague. Deuxièmement, sur un contexte qui ne fait que monter en Europe, c'est la précarité de l'emploi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est qui n'est plus transparent, c'est effectivement, on entend très très parler de ces problèmes sociaux, de travail, etc. Les dernières informations qui datent ne serait-ce que de ce matin, on entend seulement parler de l'Europe pour notamment des normes. On a entendu parler de la sangria ce matin. C'est quand même fabuleux, quoi. Les députés européens ont validé justement qu'on ne peut pas plus prononcer le mot sangria. C'est en France, à partir de cette année-là. Je crois même non, je crois qu'on a encore cet été. On va le prononcer encore cet été. La sangria, parce que c'est maintenant du vin aromatisé au fruit. Alors, si les députés européens ne sont élus que pour parler de ces choses-là, moi j'avoue que depuis des années j'entends parler du SMIC européen, j'entends parler de la précarité, j'entends parler des retraites. Moi j'ai des cousins belges qui n'ont pas du tout les mêmes statuts, ni de salaire, ni d'emploi, ni de retraite que nous-mêmes. Ne serait-ce même que sur des détails de téléphone. Par exemple, le téléphone, ça fait des années que le téléphone est gratuit en Belgique. Il y a des années que les autoroutes sont gratuites en Belgique. Il y a plein de choses qui sont fabuleuses par rapport à tous nos pays. Voilà. Donc j'aimerais savoir si vous avez déjà réfléchi sur cette harmonisation sociale et du travail. Vous avez abordé le sujet du changement climatique, il me semble, en soulignant son caractère à la fois très grave et très urgent. J'ai aussi noté en début de présentation, je crois, vous avez parlé que l'Europe puisse fonctionner sur ses ressources propres. Bon, tout ceci, ça parle beaucoup. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous imaginez que ça implique en termes de mode de vie pour les Européens. Est-ce qu'il faut promouvoir certaines choses? Est-ce que ça passe par de la technique? Par quoi est-ce que ça peut passer? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant du point de vue des modes de vie? Je voudrais une clarification. Quand vous serez élu, vous allez devoir vous affilier à un groupe. Vous avez expliqué tout à l'heure que ce serait le 10 juillet que les adhérents de Nouvelle Donne allaient décider du groupe auquel ils allaient s'affilier. Les élus, tout au moins. Bon, mais quand même, tous les groupes ne sont pas équivalents quand même. Hein. Je pense qu'entre le groupe, enfin peu importe, il ne faut pas les mentionner. Et aussi l'autre chose, si je pose la question, c'est que dans les présentations, il était dit nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Donc il y a quand même une petite ambiguïté. Je voudrais une certaine clarification et savoir vers quel groupe possible Nouvelle Donne devrait s'engager, enfin s'affilier. Ça c'est ma première question, une clarification à apporter parce que c'est pas anodin quand même. Et la deuxième, c'est quelle est la position de Nouvelle Donne au sujet du traité transatlantique? Sur la question de l'emploi et de la concurrence faussée, et non pas non faussée, mais faussée par les différentiels sociaux, on a un certain nombre de réponses. La première réponse, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'idée, le principe de regrouper un noyau dur de pays européens autour d'un projet d'harmonisation fiscale et sociale par le biais d'un traité qui serait un traité soumis à un référendum aux citoyens européens et non pas aux citoyens de chacun des pays le même jour, avec un compte unique, je dirais, des votes sur le traité au niveau européen, enfin au niveau des pays qui seraient partie de ce bloc un peu en pointe pour tirer l'Europe vers le haut. Donc ça, c'est le premier volet. Et dans des mesures plus immédiates, demander à ce que
tout salarié travaillant dans un pays bénéficie de la couverture sociale et des salaires du pays dans lequel il exerce. C'est tout le problème des salariés détachés sur des courtes durées qu'on vit pas mal à la frontière espagnole, mais qu'on vit aussi avec d'autres qui viennent de beaucoup plus loin. Moi, je m'occupais de santé au travail, et une fois un salarié de droit romain est passé à travers une toiture, il est mort, et c'était pas grave parce que c'était pas dans les statistiques françaises. Et c'est inimaginable. Donc il y a ça, et puis pour les délocalisations, les entreprises qui d'un pays plutôt à droit social élevé en Europe, qui délocaliseraient dans les pays à droit social plus faible, on mettrait en place un salaire anti-dumping qui serait la moyenne des deux salaires entre les deux pays, sachant que le surcoût serait attribué à la protection sociale du pays le plus pauvre. Donc l'idée, c'est de tirer vers le haut pour les pays les plus pauvres et de ne pas couper complètement la possibilité pour ces pays-là d'avoir des activités qui se développent chez eux, mais qui a un vrai surcoût et que ça ne soit pas simplement pour gagner un peu plus. L'exemple de la sangria, pour moi, c'est tout simplement l'exemple même de ce qu'on fait de nos députés au niveau de l'Europe, et c'est sûrement pas ça dont on a envie. Donc les députés européens ne doivent pas s'attacher à faire des normes sur le concombre ou le chou, mais plutôt des normes sociales. Oui, on constate, en fin de compte, que vous faites le même constat que nous faisons nous-mêmes. Hein, sur tous les problèmes que vous soulevez, ils sont tous pertinents. On aurait pu ajouter juste un mot sur la concurrence fiscale. L'OCDE estime qu'en particulier, disons, pour le monde entier, 60% environ du commerce international se fait intra-groupe. C'est-à-dire les multinationales font du commerce entre leurs filiales pour délocaliser, pour balancer leurs bénéfices là où il y a le moins d'impôts et amener leurs pertes là où il y a le plus d'impôts. Donc voilà un constat. Pour changer ça, il faut changer les lois. Pour changer les lois, effectivement, il faut être élu et il faut être soutenu par des mouvements. Et on espère que si cette zone d'action effectivement se fait, ça aura, disons, un impact positif et d'entraînement si les gens se rendent compte qu'effectivement on peut faire quelque chose. S'il y a un petit germe d'espoir qui se fait, eh bien, il pourra grandir. Alors pour savoir si on est de droite ou de gauche, je connais certains de mes amis qui diraient qu'actuellement le gouvernement actuel n'est ni de gauche ni de gauche. Et je vais reprendre, s'il me le permet, une comparaison qu'a fait, disons, un ami qui est dans la salle, qui me disait, en fin de compte, moi j'avais entendu une définition de la droite et de la gauche. Un citoyen de droite serait un citoyen qui accepterait un petit peu d'injustice à condition qu'il n'y ait pas de désordre. Alors qu'un citoyen de gauche accepterait volontiers un peu de désordre à condition qu'il n'y ait pas d'injustice. Je crois qu'on est carrément du côté de pas d'injustice, mais cela étant, toute proportion gardée et compte tenu de la gravité de la situation actuelle, on ne va pas se comparer au Conseil national de la résistance. Enfin, le CNR se retrouvait devant une situation dramatique au point de vue social et économique, et ils ont mis sur pied un programme dont on peut dire aujourd'hui de quel côté il se trouve. Si vous voulez, moi je dirais, bon, personne ne me le reprochera si je dis ici qu'il était plutôt de gauche. Et disons, on se trouve devant des situations identiques, et ma foi, même si on a des sensibilités qui nous portent vers le moins d'injustice, toutes les bonnes volontés qui apporteront une solution pragmatique seront bonnes à prendre. Je voudrais juste rajouter sur cette question de l'inquiétude, est-ce qu'éventuellement on pourrait s'affilier à un groupe parlementaire de droite? Moi j'ai envie de vous dire, regardez notre programme, encore une fois, si vous pensez qu'il y a un groupe parlementaire de droite, d'extrême droite qui peut s'y reconnaître, c'est qu'on n'a peut-être pas la même vision des choses. Maintenant aussi, je reviens aussi sur ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est que qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la gauche? Bon, ce sont des vieux clivages, mais est-ce que défendre les entreprises, par exemple, c'est être de droite? Je sais pas, moi je pense qu'il y a une injustice entrepreneuriale comme il y a une injustice sociale. C'est-à-dire que dans la société, il y a une toute petite partie de la société des citoyens qui accaparent toutes les richesses et le reste souffre. Et dans l'entreprise, c'est la même chose. Il y a une toute petite partie des entreprises qui accaparent toutes les richesses et les autres, ils souffrent.
Donc nous, on lutte contre l'injustice. Alors est-ce que c'est de gauche, c'est de droite, à vous de voir. Et d'autre part, je vous remercie pour la question sur le TAFTA parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est un des points clés de notre programme aussi. Alors, pour le coup, on est très clairement positionné contre le traité transatlantique qui est en cours de négociation actuellement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas, dites-le qu'on vous explique dans ce cas-là. D'accord, ok. Donc le traité transatlantique, on peut l'appeler TAFTA, TTIP, GMT. En gros, c'est un accord qui est en cours de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne et qui vise à établir une très grande zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne et qui vise très clairement à faire tomber toutes les barrières douanières restantes et toutes les normes environnementales, sociales que nous pouvons avoir nous et que par exemple les sociétés américaines n'ont pas affrontées. Et il faut savoir qu'en fait, ça instaure le principe des juridictions privées. C'est-à-dire qu'en fait, si une entreprise américaine se considère lésée par une norme que nous avons établie, nous, en France, eh bien, tout simplement, elle attaquera la France parce que la France fait de la concurrence déloyale pour ses entreprises. Et ce sont des groupes d'arbitrage privés qui décideront. Et il faut savoir qu'il existe déjà actuellement entre les États-Unis et le Canada un traité du même type qui s'appelle le traité ALENA et qu'à chaque fois qu'une entreprise américaine a porté plainte contre le gouvernement canadien ou contre des communes canadiennes, elles ont toujours gagné et donc les entreprises américaines se font beaucoup d'argent grâce à ça, c'est assez magnifique. Donc nous on est très clairement positionnés contre, on a demandé depuis longtemps, depuis quasiment le début de la création de Nouvelle Donne, l'arrêt des négociations en cours. Et si on a des députés européens, j'espère qu'on en aura, on votera contre. Ça, c'est sûr. On n'est pas les seuls, il y a d'autres partis qui se sont positionnés contre. Mais en tout cas, c'est vraiment un combat très important parce que c'est vraiment toutes nos modes de vie qui seraient complètement basculés. Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça représente. Imaginons par exemple la mairie de Pau décide de faire un appel d'offres pour la nourriture des cantines de vos petits-enfants, de vos enfants, et que dedans elles mettent des critères par exemple pour avoir une petite partie qui vienne de producteurs locaux, ou des critères pour avoir une partie d'agriculture bio dedans. Ah bah, ça passera pas parce que ça c'est de la concurrence déloyale pour des entreprises américaines qui n'ont pas les mêmes normes que nous sur le bio, qui ne sont pas évidemment des entreprises locales. Donc la municipalité de Pau pourra être attaquée. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire tomber toutes nos normes. Voilà. Donc là-dessus, faites vraiment attention. Si vous votez, et j'espère que vous voterez aux européennes, faites vraiment très attention à ça. Votez pour des gens qui s'engagent clairement à refuser ce traité. Je vous supplie. On va prendre encore 2-3 questions et puis on va clore. Bonsoir. D'abord, bravo et merci d'être là. Ça donne du bon au cœur, je crois, à tout le monde. Ça nous fait plaisir. Okay. J'ai deux questions en réalité. Une, c'est une question un peu pédagogique. J'ai un petit fondement de connaissances en économie, mais je ne comprends pas le système de l'euro-franc qui est votre proposition et que j'ai donc lu sur votre site. Et puis deuxièmement, mais Cécile a déjà répondu un peu. Moi, je suis un peu de droite pour les entreprises et un peu de gauche pour les individus. C'est vrai que vous avez parlé d'une dotation de fonds propres pour que l'Europe puisse fonctionner sans forcément fonctionner aux citoyens. Mais si on tape à nouveau encore sur les entreprises, je crois qu'aujourd'hui c'est compliqué. J'ai la chance de vivre dans une entreprise de travailler pour une entreprise qui redistribue beaucoup ses bénéfices et investit. C'est vrai que c'est peut-être pas le cas de doute, mais aujourd'hui je crois qu'une entreprise a aussi besoin d'être compétitive. Et on sait qu'aujourd'hui, même un auto-entrepreneur, un petit artisan, il a quand même beaucoup de charges et je ne vois pas bien comment on peut faire pour alourdir encore un peu plus ce poste-là. Alors je vais parler de l'euro-franc. Effectivement, c'est une proposition un petit peu révolutionnaire. Je dirais que même au sein de notre groupe, disons, ça a suscité des questions. On est tellement vertueux qu'on n'a pas envie qu'on nous reproche ce qu'on reproche aux autres, certains laxismes. Alors cet euro-franc, disons, ça ressemble un petit peu à ce que des économistes très sérieux, y compris des prix Nobel d'économie, enfin ils ne sont pas tous sérieux les prix Nobel d'économie, mais enfin certains ont
ont émis l'hypothèse de ce qu'on appelle un revenu universel garanti inconditionnel, sans aucun travail, en fin de compte, en face, en arguant du fait d'abord qu'il y a une partie du PIB qui est perdue, qui part on ne sait pas où, et que donc le fait d'avoir un revenu inconditionnel pouvait permettre aux gens de consommer, et de préférence aux gens les plus pauvres, même si ce revenu était distribué à tout le monde. Le but, c'est de faire en sorte que ça entraîne un petit peu, disons, de consommation, et surtout pour les gens qui en ont besoin. Je veux dire, les gens qui consomment déjà ne vont pas consommer plus. Les gens qui en ont besoin vont consommer, ça, disons, ça va faire quoi? Eh bien déjà, s'ils ont des besoins, ils seront résolus. Ensuite, ça va créer des impôts. Donc ça va, la consommation va créer malheureusement un petit peu trop de TVA, enfin il y a de la TVA qui va rentrer. Si les entreprises vendent, eh bien, elles auront aussi, il y aura un surcroît d'impôts. Quand vous faites un emprunt auprès d'une banque, la banque n'a pas cet argent. Elle ne l'a pas. Elle vous donne un papier, elle n'a pas cet argent, elle a à peu près 2% de ce qu'elle dit vous donner, mais elle ne l'a pas, elle vous donne rien, elle vous donne un papier. Et la somme que vous empruntez, c'est vous qui allez la fabriquer par votre travail. Autrement dit, la banque vous donne un papier, simplement, et vous fabriquez l'argent, mais en plus, vous donnez un intérêt à la banque qui s'est contentée de vous donner un petit papier. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on accepte que les banquiers s'enrichissent comme ça, disons, en ne faisant strictement aucun travail, mais on n'accepte pas en fin de compte que l'État, que nous représentons tous, c'est-à-dire que la collectivité puisse donner, en fin de compte, pas de façon gratuite, mais puisse donner à chacun pour vivre décemment une sorte de revenu. On va accepter aujourd'hui que l'on nous enlève 50 milliards de ce que l'on nous donnait jusqu'à l'an dernier. Personne ne rouspète, on nous l'enlève, nous ne l'avons plus. On va rouspéter. Mais si on nous le donne, on est tellement vertueux qu'on va dire, mais attention, nous sommes malhonnêtes ou on va faire marcher la planche à billets. Non, on fait vivre le pays sur nos ressources propres. Si dans un premier temps, cet euro-franc, qui d'ailleurs ne devrait être consommé qu'en France, et qui ne pourra pas servir, disons, à faire des achats financiers ou de l'immobilier pour ne pas alimenter, de la spéculation, cet argent à terme, il n'aura pas été gratuitement distribué parce que, par exemple, les plus gros détenteurs d'euro-francs, au bout d'un certain nombre d'années, diront « mais moi, qu'est-ce que je fais de ces euro-francs s'ils n'ont plus, si au bout d'un certain temps l'économie a repris le rythme naturel, on dit les euro-francs n'ont plus cours », et bien à ce moment-là, la Banque de France les reprendra, et pour les reprendre, elle empruntera à ce moment-là, mais à un taux très bas et sur une longue période. Autrement dit, ça ne sera pas été de la planche à billets pure qui aura marché, mais on aura pris une avance que l'on aura donnée aujourd'hui en période de déflation, et donc il n'y a strictement aucun risque d'inflation. Mais, encore une fois, on a tous été un petit peu, même nous, un petit peu critiques sur cette proposition qu'on avait pourtant fait nous-mêmes tous ensemble. Cet euro-franc va fonctionner comme une monnaie supplémentaire, sur les principes de ce qu'on peut faire au Pays Basque avec le SCHO ou d'autres. Mais c'est vraiment une monnaie supplémentaire. À parité fixe, 1 euro égale 1 euro-franc, j'allais dire au SCHO, mais ça marche aussi. Et donc non utilisable sur les produits immobiliers, et ça ne va pas créer d'inflation, de toute façon on est en déflation. Notre système économique est en train d'aller vers une profonde déflation. C'est-à-dire que même si on pouvait créer 1% d'inflation, et beaucoup d'économistes s'accordent à dire que 2% d'inflation c'est bon pour l'économie, aujourd'hui on est en déflation, même si on crée ne serait-ce qu'un petit pourcent d'inflation, ça ne ferait pas de mal à notre pays. Donc ce système d'euro-franc est un début de réponse sur la question du SMIC européen ou d'un salaire minimum. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, et comprenez bien que si on avait voulu le faire en euros, on l'aurait fait, sauf qu'aujourd'hui la Banque de France ne peut plus battre la monnaie. Donc il y a une faille dans les traités, il y a un endroit, et la Banque de France peut avoir une monnaie supplémentaire, différente de l'euro, à parité fixe, qui n'aura aucune conséquence, puisque c'est une conséquence juste dans l'économie réelle. Après, bon, sur les biens que vous achetez, ça reste une autre question. On a d'autres réponses là-dessus, notamment sur la mise en place de taxes douanières sur des produits qui ne respectent pas les normes environnementales et sociétales à l'intérieur de l'UE ou au moins de la zone d'action. C'est un début de réponse. Une dernière question, L'inquiétude qui a été évoquée tout à l'heure. Je fais partie de ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette proposition du programme. Non pas sur l'idée d'un revenu minimum d'existence,
qui est une logique plus sociétale qu'économique. Mais l'histoire de l'euro-franc me paraît poser deux problèmes majeurs. Un qui est pas que symbolique, mais qui a une forte charge symbolique, c'est celle du repli national. C'est un geste catastrophique par rapport à l'idée d'outils partagés. Je me replie sur une logique franco-française, puisque je donne même le nom de franc à cette nouvelle monnaie. C'est quelque chose qui me met vachement mal à l'aise par rapport aux logiques locales. Hein. Ce repli qu'on a tendance à avoir sur des micro-nationalismes de plus en plus, là il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne trouve pas d'explication satisfaisante dans ce que vous venez de dire. Le deuxième point, c'est que sous-tendu à cette histoire-là, c'est la négation de ce qui a été affirmé dès le début du programme, c'est-à-dire que la croissance n'est pas la solution de l'avenir. Or, qu'est-ce que c'est que derrière l'euro-franc? C'est bien réinjecter par la consommation une idée de repousser la croissance. Il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Je vous demande très sincèrement, moi si je ne vais pas voter Nouvelle Donne le 25, c'est à cause de ça. Il est possible que je vote Nouvelle Donne quand même, malgré ça, mais le nom de Dieu n'en fait pas un élément majeur d'accord. C'est pas clair. Sur l'euro-franc, est-ce que c'est une monnaie de repli? Puisque c'est ça la question. C'est pas une monnaie de repli à partir du moment où quand vous achetez des produits espagnols, italiens, ça profite aussi aux Italiens et aux Espagnols. C'est une monnaie provisoire et c'est certainement pas un repli identitaire autour de ça. Je suis vraiment pas d'accord avec cette notion. Le terme peut être modifié et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, cette notion d'euro-franc a aussi une notion pédagogique, c'est de réintroduire ce que doit être la monnaie au sein d'une nation et d'un État. C'est quand même un élément régalien qu'on a perdu. Deuxième chose, vous avez parlé de croissance et de consommation. Ça fait 4 mois, je crois, que la consommation de biens alimentaires recule. Pierre Larouturou le dit tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus manger correctement. Quand vous introduisez une monnaie supplémentaire destinée à la consommation de biens alimentaires, il faudra en définir le cadre. Ça ne relance pas la croissance par la consommation, c'est juste de pouvoir vivre un peu mieux tous les jours et de pouvoir s'alimenter correctement. Bien sûr, ce n'est pas une solution entièrement satisfaisante, mais c'est un début de solution. Je voudrais juste compléter. Effectivement, là, il s'agit d'une mesure qui est temporaire. Des fois, les gens ne l'ont pas vu dans le programme, mais en fait, c'est une mesure qui est temporaire. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que ce qui ne va pas, c'est le système qu'il faut changer. Alors, on est tout à fait d'accord sur cette question-là. D'ailleurs, on a des propositions concrètes aussi pour la BCE, pour laquelle on souhaiterait qu'il y ait des objectifs dans le plan d'emploi. Maintenant, avant d'arriver à ça, il va y avoir un certain temps. On est d'accord, on ne va pas y arriver comme ça avec 4 députés Nouvelle Donne à ce Parlement européen. Là, vous comprenez bien que c'est un projet quand même qui va prendre un certain temps à mettre en place. Par contre, il y a des actions qui peuvent nous permettre, le temps de réussir cet enjeu-là, de refonder le système, il y a des actions qui peuvent nous permettre de donner un peu de souffle aux gens qui crèvent la faim, parce qu'on en est là quand même, quoi. Et la création monétaire qu'on propose avec cet euro-franc, c'est ça, c'est une mesure temporaire, avec le but de changer le système, mais avant qu'on arrive, il faut quand même aider les gens qui sont en train de crever là maintenant, quoi. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est cette proposition qui permet essentiellement de redonner un peu de souffle. À 150 €, c'est vrai que c'est pas énorme, hein, on est bien d'accord, mais pour des gens qui sont vraiment dans la grande précarité comme on a aujourd'hui, c'est déjà ça. Et effectivement, c'est vrai que ça peut partir dans l'industrie, pour ceux qui ont de l'argent, mais pour d'autres, ça sera dans les services, pour d'autres, ce sera dans la nourriture, voilà. Donc, juste un mot pour dire que, même si c'est difficile à comprendre, je crois que la situation actuelle nous oblige à avoir des solutions qui peuvent paraître bizarres. Je crois que on peut, d'abord on doit s'indigner et parfois on doit être dans la transgression. Alors c'est un peu peut-être une provocation, peut-être que d'autres pays reprendront l'idée, mais en tout cas ça peut faire bouger, ça peut faire changer la donne des gens qui actuellement sont aux commandes au plan économique. Je n'ai pas très bien compris, je ne suis pas sûr que vous l'ayez expliqué. Quel lien, parce que au départ vous avez parlé d'avoir une vision, d'imaginer une Europe politique à partir d'une bonne dizaine de pays de l'Europe actuelle, notamment qui sont dans la zone euro, on est d'accord, pour partir de là, pour créer une Europe politique qui permettra
une adaptation économique. Enfin, vous voyez les choses en sens contraire, mais moi, alors, on peut aussi les imaginer dans ce sens-là. Mais quel rapport vous imaginez entre cette Europe politique, donc je sais pas, 12, 15, 18 pays, et ce que je vais appeler, peut-être sans me tromper, l'espace Schengen, c'est-à-dire les 24, les 26, les 28. Quel lien, enfin voilà. Vous comprenez ma question? C'était juste par rapport à ce que monsieur avait dit par rapport à l'euro-franc. Moi, ce que j'en ai compris, tout simplement, c'est que ça favorise d'une part l'économie de proximité, que c'est des euro-francs pour pas les échanger ailleurs, et c'est tout en argent qui ne profitera pas aux banques. Juste pour répondre donc à madame sur le rapport entre le groupe d'action qu'on souhaite mettre en place et le reste de l'Europe, c'est d'être un groupe leader et de proposer une vision et ensuite de faire pression sur le reste de l'Europe pour imposer cette vision-là. Et quitte même à faire à un moment la politique de la chaise vide s'il le faut. Mais c'est-à-dire qu'on va trouver des partenaires pour faire pression. On ne peut pas le faire tout seul, la France toute seule ne peut pas le faire. On va se mettre d'accord avec des gens qui veulent aussi converger vers le haut. On trouve une base sur laquelle on est d'accord et ensuite on va faire pression avec le reste de l'Europe pour imposer un projet. Bon, mais on va clore là-dessus. On vous remercie d'être venu parce qu'on a besoin, pas simplement de soutien, mais on a besoin de questions, de questionnements, on a besoin d'être bousculé, d'être houspillé un petit peu. Ça nous fait énormément de bien, ça nous booste et ça nous donne beaucoup d'énergie. Alors juste, je voulais dire qu'on a effectivement un comité local ici, Béarn, de Nouvelle-Donne. En plus, on a des voisins au Pays Basque. Pour ceux qui sont intéressés, ceux à qui on n'aura pas donné toutes les questions, sont cordialement invités samedi à 10h30. On aura un petit... vous pouvez trouver ça sur le site de Nouvelle-Donne pour voir à quel endroit exactement ça se passe. Il y a un grand meeting avec... Vous aurez toujours Joseph, vous aurez toujours les mêmes participants. Vous aurez un prix, mais ce n'est pas les plus importants, puisque ce sont ceux qui sont ici ce soir qui sont les plus importants. Enfin, vous aurez aussi Pierre Laroutourou et Bruno Gatturo. Bon, ils sont là, vous les prendrez. Voilà. Donc samedi. Et avant ça, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous allez à la table, vous avez également des livres qui peuvent être mis en vente. On vous donnera nos coordonnées. En tout cas, un grand merci chaleureux.
Le jour où nous devenons silencieux, vous avez commencé à reprendre vie un petit peu ce soir, mais c'est pas assez. Si on veut vraiment créer la surprise le 25, il faut que chacun d'entre vous fasse cette action d'en parler à d'autres. Et on nous dit souvent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, j'ai une autre proposition. Vous pouvez parler à 2 personnes par jour de Nouvelle Donne, voire 3, voire 4, voire 5, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, mais au moins 2 au minimum, par jour, si on veut créer la surprise. Il est temps pour nous de redresser la tête. On montre ici qu'on a un courage politique, on veut taper du poing sur la table et on ne le fera pas sans vous, on le fera avec vous et pour vous. Il est temps de décider ensemble de l'avenir. Et il est temps de décider que le 25 mai, c'est pas le Front National qui doit passer, c'est Nouvelle Donne. Oui. Merci à vous. Si quelques-uns veulent prolonger le dialogue, je crois qu'il reste quelques bouteilles à